Bonjour tout le monde. Donc, je ne sais pas si comme dans les autres, non, moi on ne me présente pas, c'est pas grave, je vais le faire, je sais le faire. Donc, Laurent Di Filippo, je vais reparler un peu après de mes travaux, mais très rapidement. Donc, j'ai fait une thèse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et en co-tutelle avec l'Université de Bâle, c'est pour ça qu'il y a les deux là, sur la réception des mythes nordiques dans les jeux contemporains. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Enfin, c'est pour ça qu'ils m'ont invité. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour remercier les organisateurs du festival de m'avoir proposé d'intervenir devant vous. Donc, je vois qu'il y a plein de monde, c'est très cool. Voilà, merci à vous d'être venus. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. N'hésitez pas des fois à m'interpeller si jamais il y a quelque chose, à un moment où je suis passé trop vite dessus, vous n'avez pas compris, vous voulez juste que j'approfondisse, on peut faire comme ça aussi. Donc, commençons par une annonce pour ceux qui ne savent pas qui joue aux jeux vidéo ici. C'est bien. Donc, est-ce que vous savez que le prochain Assassin's Creed va se passer durant la période viking? Ouais, vous aviez vu l'annonce? Donc voilà, apparemment, ça s'appellera Assassin's Creed Ragnarok. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc Assassin's Creed, c'est une série de jeux vidéo qui se sert de l'histoire. Donc c'est à chaque fois un personnage qui retourne dans le passé, qui remonte sa mémoire génétique, donc il retrouve la mémoire de ses ancêtres grâce à ses gènes. Et il a visité, maintenant il y a eu plusieurs épisodes, donc le temps des croisades, la Grèce antique, il y a eu la Révolution française, ça avait fait parler un petit peu dans les journaux, je crois que ça avait fait parler Jean-Luc Mélenchon notamment, mais c'est pas grave, je l'aime bien, j'ai rien contre lui. Donc voilà, Assassin's Creed, un jeu historique, et donc le prochain opus se déroule dans la période viking, donc c'est bien, ça va faire encore des choses à raconter. Mais ça, c'est qu'un exemple, parce que donc rapidement, je vais vous donner un certain nombre d'exemples, des références aux mythes nordiques ou des références au peuple nordique dans les jeux vidéo, ou dans les jeux en général, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de jeux vidéo, mais aussi de jeux de rôle, de jeux de plateau. Donc dans les jeux contemporains, des références, on en trouve plein. Ça peut être, comme on le verra, des références aux dieux, ça peut être des références aux monstres, ça peut être des références aux héros, aux armes, etc. Donc on verra à des événements aussi. On verra quelques exemples après. Et donc je vous disais, j'ai fait une thèse qui s'intitulait Du mythe au jeu, approche anthropo-communicationnelle du Nord, des récits médiévaux scandinaves au MMORPG, Age of Conan, Hyborian Adventure. Donc c'était une étude qui partait du Moyen-Âge et qui arrivait jusqu'au jeu, donc Age of Conan, qui est un MMORPG, donc un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, qui se base sur les histoires de Conan le Barbare, pour ceux qui connaissent, et donc le monde qu'on appelle l'Agiborien. Et ça aussi, j'aurai l'occasion du coup de reprendre quelques exemples. Et donc rapidement, un plan rapide pour que vous suiviez ce dont je vais parler. Donc, on va revenir un peu aux sources médiévales et voir comment elles sont mentionnées dans les jeux, donc différentes manières de faire mention des sources au sein des jeux. Ensuite, on parlera un petit peu d'esthétique, alors d'esthétique des personnages, mais aussi d'esthétique des paysages. Là aussi, je prendrai quelques exemples. Pour ceux qui étaient à la conférence de Thomas Monique, alors il a déjà fait la moitié de ma présentation, donc vous ne serez pas perdus. J'en aurais peut-être dû s'organiser. Mais en fait, c'était mon directeur de mémoire de master, et on travaille souvent ensemble, d'où le fait que, et puis en fait, je crois que c'est lui qui a donné mon nom. Donc voilà, d'où le fait qu'on travaille un peu sur les mêmes trucs, mais en tout cas, ça fera écho. On parlera un petit peu de structuration géographique, et là, pour voir ou comprendre que le Nord, il prend aussi sens dans son opposition avec le Sud, et d'autres, et notamment dans le jeu Age of Conan avec le centre, et que c'est cette organisation spatiale aussi qui lui donne centre. Puis on terminera par un truc un peu léger sur plein de petits exemples, comme ça tirés de différents jeux, et puis on essaiera de voir ce que ça peut poser comme question. C'est plein d'idées pour les gens qui ont envie de faire de la recherche dessus, là, vous verrez qu'il y a plein de choses à faire. Donc, parlons un petit peu de réception. Donc les sources, quand on parle en fait de mythes nordiques ou de mythologie nordique, même au singulier, en fait, ce qu'on met là-dessous, c'est un ensemble de sources qui peuvent être très variées. Les principales étant des sources écrites islandaises. Donc tout d'abord,
L'Edda en prose, qui est souvent la principale parce que la plus claire, hein, c'est un récit en prose des aventures des dieux et des aventures de quelques héros. Mais en fait, ça ne nous donne pas, on va dire, un accès direct aux croyances des anciens Scandinaves, puisqu'il s'agit d'un livre qui a été... Enfin, on a plusieurs manuscrits, on n'a plus l'original, mais de toute façon, on estime que l'original a été écrit au début du XIIIe siècle, donc soit plus de 200 ans après la christianisation de l'Islande. Donc c'est écrit par des chrétiens, par des nobles, par des érudits, qui donnent les outils, parce qu'en fait, c'est un manuel de poésie, comme je disais, donc les outils pour faire de la poésie aujourd'hui. Donc il faut connaître ces histoires anciennes pour faire de la poésie et continuer à la faire. Donc c'est à destination des jeunes poètes, hein, c'est écrit clairement dedans. Alors, si vous lisez la version française, ça ne sera pas écrit dans la version française parce que le malicieux, pour le dire comme ça, traducteur, a volontairement effacé certains passages pour ne donner que les textes et en donner une version soi-disant pure. Donc je vous laisse juger de ça. Vous aurez compris mon avis. En tout cas, c'est des petits morceaux comme ça qui permettent pas finalement de saisir le rôle ou l'objectif de tels ouvrages. Mais donc retenez bien que l'Edda en prose, c'est un manuel de poésie, c'est pour les jeunes poètes. Et il le dit, l'auteur, qu'il ne faut pas croire dans les récits qui sont écrits, hein, faut être un bon chrétien. L'Edda poétique, c'est un recueil de poèmes, alors là, qui sont datés, on estime, enfin, il y en a des plus anciens, entre le 9e et le 13e siècle pour les compositions. Et donc il a été réarrangé. On a la bouteille n'a pas tenu. Donc on a un certain nombre de récits sur les dieux, qui sont d'ailleurs organisés par divinité, puis ensuite hein, des poèmes sur les héros. Là aussi, hein, les manuscrits qu'on a, ils sont plutôt du XIIIe, XIVe siècle, voire plus tardifs. Ensuite, les sagas, qui sont... alors le nom même, le terme même de saga peut être traduit par récit. Hein, c'est des histoires. Et là, vous avez tout un tas de sagas, les sagas légendaires étant celles où il y a le plus d'éléments fabuleux, mais en même temps, et qui racontent des événements plus anciens, mais en fait, c'est celles qui ont été écrites le plus tardivement. Donc là aussi, il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas associer ce qui est raconté et le moment de l'écriture. Hein, donc soyez toujours vigilants à ce genre de choses. Et puis après, on a des sagas plus historiques, des histoires qui racontent comment l'Islande a été colonisée. Il y a des traductions aussi de textes venant du continent. Il y a des histoires d'archevêques. Tout un tas de choses. Hein. C'est très varié aussi les sagas. La poésie skaldique, donc ça c'est des poèmes qu'on va essentiellement retrouver dans les sagas. Hein. Souvent les sagas servent aussi à expliquer les textes. Intéressant, alors c'est un recueil de sagas, hein, l'histoire des rois de Norvège, parfois appelé aussi Heimskringla. Intéressant pour la mythologie parce qu'au début on a un récit évémériste donc où les dieux sont humanisés. On raconte qu'ils ont été divinisés au cours du temps. Donc c'est l'histoire finalement qui fait qu'ils ont été divinisés plus tard par des gens après eux, parce qu'ils ont fait des êtres surnaturels. Et donc ça nous raconte que Odin et ses suivants sont venus d'Asie, sont allés dans le nord, et puis ça nous raconte beaucoup l'épisode de la guerre entre les deux familles de dieux, les Vannes et les Aesir. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver là-dedans. Après, on a des textes aussi en latin, la Geste des Danois de Saxo Grammaticus ou l'Histoire des archevêques de Hambourg, écrite par Adam de Brême. Ça, c'est si vous avez déjà entendu parler du temple d'Uppsala, dont le toit est en or, qu'on voit notamment dans la série Vikings, qu'on voit dans le jeu de rôle, pour ceux qui font du jeu de rôle, Luc Drasil, sur la couverture du supplément Uppsala. Enfin, c'est un truc qui revient sans arrêt. C'est dans ce livre-là qu'on le trouve, soi-disant dans le temple. Il y a 3 statues d'Odin, de Thor et de Freyr. Et il faut savoir qu'en fait, l'auteur de ce récit, il est sûrement jamais allé en Suède. Et en fait, je pense qu'il en sait fichtrement rien s'il y a un temple. C'est une invention, sans doute pour soit mettre en valeur, mais aussi déprécier, parce qu'il raconte tout un tas de sacrifices qui ont lieu à certaines périodes de l'année, et il les exagère. Et c'est une manière aussi de démoniser, et c'est ce que faisaient souvent les chrétiens avec les croyances qui n'étaient pas les leurs. C'est-à-dire de dire qu'en fait c'était des rituels dédiés à des démons. On retrouve ça aussi avec les Grecs déjà avant. Là, c'est ce que fait Adam de Brême dans ce texte-là. Voilà.
Puis après, plein d'autres sources, des traces archéologiques, notamment des pierres runiques, où vous allez retrouver des illustrations de certains dieux, de Thor, d'Odin, de l'histoire de Sigurd aussi, le héros qui a tué le dragon Fafnir, que vous allez retrouver raconté un peu comme une petite BD tout autour de la pierre, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui nous aident. La toponymie aussi, où on va voir qu'en réalité, certains dieux étaient plus importants dans certaines régions que d'autres, et que la vision sous forme de panthéon, telle qu'on l'a dans les Dents en prose, elle est concrètement, elle n'était sûrement pas appliquée. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait certains dieux qui étaient plutôt vénérés, puis c'est même encore plus compliqué que ça, parce qu'il y a des questions de différences sociales, etc. Donc voilà pour les sources, très rapidement, et puis là, vous avez à quoi ressemblait un manuscrit aujourd'hui, donc de les Dents en prose, là, donc vous voyez en plus, ça j'ai mis parce que c'est pour vous montrer qu'en fait les poèmes n'avaient pas la forme qu'on leur donne aujourd'hui, sous forme de vers. Ils écrivaient ce que nous on pourrait appeler au kilomètre aujourd'hui, pour économiser du papier aussi. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Bon, maintenant on rentre un peu plus dans le vif du sujet avec un screenshot de Skyrim. Donc ça a été envoyé par un ami parce qu'il avait vu que ce personnage non-joueur nous dit qu'il veut, je ne sais pas si vous arrivez un peu à lire le texte en bas ou pas, mais je vous le dis, qu'il veut lire les vers du roi Olaf et qu'il s'agit d'une partie de l'Edda poétique, l'histoire vivante de Skyrim. Donc là vous avez une référence directe à un des textes dont je vous parlais avant, donc une des sources des récits médiévaux scandinaves, l'Edda poétique. Donc là c'est une référence explicite. On reprend le même titre et on le colle comme ça, puis on dit que ça fait partie de l'univers de jeu. Il faut aussi savoir, alors ça je vous le dis en passant, qu'en fait le terme d'Edda poétique, c'est pas le nom du manuscrit ou du recueil, ça a été donné tardivement au XVIIe siècle, parce qu'on pensait que c'était la source qu'utilisait Snorri, l'auteur de l'Edda en prose, et donc on disait que c'était plus ancien, car c'est pour ça qu'on l'appelle l'ancienne Edda. Donc voilà, mais c'est pas le titre, il n'y a pas de titre sur le manuscrit en lui-même. Donc quand on vous dit Edda poétique, en fait c'est déjà une reconstruction de ce que ça pouvait être. Donc ça peut servir par exemple à donner un semblant d'authenticité à un univers fictionnel, donc en disant là par exemple qu'il a une histoire, donc on réutilise une source pour donner, comme je disais, de l'authenticité à la diégèse ou à la fiction. Si on continue un peu sur cette piste, on va voir là par exemple, j'ai pris un exemple d'un jeu de rôle papier, Donjons et Dragons, qui permet, et donc là c'est le supplément qui permet aux personnages de jouer durant l'ère viking. Donc ils jouent des personnages scandinaves pendant la période viking. C'est quand même pas entièrement historique, c'est de la fantaisie historique, donc il y a quand même des éléments surnaturels. Et donc ça adapte le jeu de base à ce cadre historique. Et pour faire cela, donc dans l'adaptation, on va avoir un nouveau type de magie qui est la magie des runes. Donc, je vous ai mis la première page de ce chapitre, et vous voyez en bas, je ne sais pas si, en fait, non, si je fais ça, ça ne marchera pas, mais ici, en bas à droite, vous avez une strophe de poème, et c'est en fait une citation d'un des poèmes de l'Edda en prose qui s'appelle les Dits du Très-Haut, ou les Havamaul. C'est un poème donc, de l'Edda poétique qui fait 165 strophes, et dans ce poème, il y a une partie où on nous raconte que Odin s'est suspendu à Yggdrasil, percé de sa lance, et qu'il aurait ramassé des runes. Et on nous explique donc qu'il gagne de la sagesse. Et après cette partie, il va y avoir différentes strophes qui vont nous décrire des sortilèges. En réalité, ce que certaines recherches assez récentes nous disent, c'est que au départ, ce poème, c'est une recomposition, et qu'au départ, c'est des parties qui circulaient indépendamment les unes des autres, mais des interprétations ésotériques ont justement relié les deux et nous ont dit que c'est parce qu'il ramasse des runes qu'il apprend des sortilèges. C'est aussi mis en lien avec certaines sagas où les runes sont associées. Mais en tout cas, il y a les deux avis. Il y a aussi des gens qui disent qu'en fait c'est dissocié. C'est déjà en fait une interprétation médiévale. Donc là aussi, faire attention quand on dit que les runes font forcément de la magie, c'est pas si évident que ça. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans la réception contemporaine, ce lien, on le fait très clairement en citant le poème, en mettant la référence et en le reliant à un système de magie dans le jeu. Et là aussi, ça contribue à l'authenticité du supplément sur les Vikings, parce qu'on nous cite les sources directement, tac, on nous colle une strophe du poème des Havamaul. Autre exemple, alors ça c'est tiré maintenant du jeu que j'ai étudié, donc Edge of Conan. C'est le thème
principal, donc le thème de la bande sonore, donc la chanson principale de la bande sonore du jeu. Donc c'est celle qui a aussi été utilisée pour toute la promotion, donc on entendait un peu partout. Et si vous regardez les paroles de donc ce que chante la chanteuse norvégienne Helen Buxley, vous les avez là sous les yeux. Et en faisant une petite recherche, vous trouverez qu'en fait il s'agit de vers de la Völuspá, qui est le premier poème de l'Edda poétique, qui raconte en fait l'histoire des dieux depuis le commencement jusqu'au Ragnarok, donc jusqu'à la fin des temps. Et en fait, le compositeur et l'auteur de la chanson a extrait certains vers et les a réarrangés. Donc vous avez là des vers qui viennent de la strophe 45, 24 et 41, qui forment en fait les paroles de la chanson. Donc ça, c'est une autre manière encore de citer les sources ou de faire des références aux sources nordiques de manière, j'allais dire directe. Il faut déjà comprendre ce qu'elle chante parce qu'elle a une voix très éthérée. C'est un peu la voix de l'ange. Et puis on l'entend aussi quand on est dans les contrées nordiques du jeu. Et c'est un peu une voix qui accompagne le héros comme ça. Donc c'est très très dur à comprendre, mais on le trouve sur Internet assez facilement, avec une petite faute quand même, parce qu'il y a une faute de frappe qui circule sur Internet, mais où l'auteur a dû se tromper. Ça ne devrait pas être Surna, mais ça devrait être Surma, avec un M, pour que le texte soit juste. Donc ça, c'est une autre manière de citer. Et puis, dernier petit exemple pour cette citation de source. Vous avez ici la description du personnage du barbare dans la 3e édition de Donjons et Dragons. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Alors qui est illustré là, en plus par un demi-orc. Donc ces combattants courageux et téméraires sont natifs des étendues gelées du nord ou de jungles cauchemardesques du sud. Selon les régions, les peuples civilisés les désignent sous le nom de barbares, Baresark ou berserker, de ber, dérivé de Björn, et Zerk, qui, dans leur langue rugueuse, signifient respectivement ours et chemise, et les accusent de tous les crimes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un lien direct et un lien linguistique avec donc un terme en vieux norrois, en vieil islandais, qu'on retrouve dans les sources, qui est le terme de berserker, sur lequel on hésite encore aujourd'hui quant à la traduction, parce qu'il nous dit c'est et ours et chemise, c'est plutôt chemise ou ours, et pour l'instant on ne peut pas décider de ce que c'est, d'où la traduction que Georges Dumézil avait proposé, qui est un entre-deux, les guerriers fauves. En fait, il a fait un compromis, mais en même temps ça veut dire ni l'un ni l'autre, donc est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus? Faute de mieux, on peut encore l'utiliser, mais en tout cas ce qui est intéressant là, et alors petite particularité, ce petit ajout linguistique là qui nous explique que ça vient des termes donc Björn et Zerk, c'est présent uniquement dans la version française. C'est pas présent dans la version originale en anglais. Donc c'est un ajout des traducteurs. Donc intéressant. Il y a quelqu'un qui a fait cette petite recherche, qui a voulu donner plus d'éléments pour le public français. Donc voilà quelques exemples de manière dont les sources, ou en tout cas dont on peut faire référence au texte, et puis à la langue aussi norroise. Et encore une fois, je le disais, souvent ça sert à donner un sentiment d'authenticité. C'est pareil quand on met la langue en avant, c'est pour dire, regardez, on vous donne des détails linguistiques, donc ça nourrit aussi, ça nourrit l'imaginaire, et puis ça contribue à ça. Donc voilà quelques premiers exemples. Et maintenant, on va aller, pour poursuivre le plan, vers 2-3 questions esthétiques, et notamment, on va parler des personnages. Donc on va commencer par quelques illustrations. Donc là, vous avez ici, en partant de la gauche, donc là c'est un personnage qui est issu aussi du jeu que j'ai étudié, donc Age of Conan, et c'est le personnage de Njord. Njord, dans la mythologie nordique, il fait partie, donc je vous disais qu'il y avait 2 familles de dieux, les Az et les Van, ou les Aesir et les Vanir, en norrois, et puis en fait dans les récits de Conan, ça n'a pas été traduit, donc c'est les Aesir et Vanir, peu importe les langues. Donc il fait partie du peuple des Vanir, dans l'univers de Ward, donc ce qu'on appelle l'âge iborien, qui est en fait une période pré-cataclysmique de notre propre temps, enfin de notre propre monde, donc une version alternative d'il y a plusieurs milliers d'années, plus de 10 000 ans, et à un moment, un grand cataclysme a bouleversé la face du monde, et c'est pour ça que toutes les choses qui se passaient à cette époque, et dont on se souvient aujourd'hui, sont devenues nos mythes et nos légendes.
Donc là aussi, c'est une vision évémériste du monde, parce que là, on a en fait nos dieux, Njord, qui sont représentés comme des humains. C'est pour ça que Njord ressemble là à un barbare nordique, avec ses fourrures et ses ceintures de métal. Et je ne sais pas s'il est en cuir, ou je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Enfin, en tout cas, c'est l'idée là, et vous allez en croiser quelques autres, que ce soit dans les récits d'Howard. Donc Conan, à la base, c'est des récits rédigés dans les années 1930 dans les magazines pulp aux États-Unis. Ensuite, il y a eu des réécritures, il y a des gens des continuateurs qui ont écrit des textes, il y a eu énormément de comics Marvel avant qu'il y ait les films et les jeux aujourd'hui, et puis plein d'autres choses, plein de produits dérivés. À côté de Njord, là, vous avez Odin et Thor dans un supplément. On revient à Donjons et Dragons, donc le jeu de rôle sur table, et vous avez un supplément qui est dédié aux dieux, qui présente des panthéons historiques, donc de diverses cultures. Ça peut être grec, égyptien, nordique, comme amérindien, comme d'Extrême-Orient, et puis quelques panthéons fantastiques. Enfin, il y en a un peu plus d'une dizaine. Et dans la version, il y a eu plusieurs éditions de ce livre, qui s'appelait Gods, Demigods and Heroes, le premier. Ensuite, il y a eu Deities and Demigods. Enfin, il a changé de nom. Mais dans la version de 1980, vous avez ces illustrations-là pour Odin et Thor. Et alors là, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est très inspiré par les comics, la représentation visuelle. On reconnaît le mouvement de Thor, la manière dont il brandit le marteau, la manière dont les cornes aussi sont. C'est très inspiré par les comics qui ont aussi beaucoup de succès dans les années 80. Après tout l'âge d'argent, c'est quand même encore la fin presque du Silver Age dans les comics. Et donc on va retrouver ces influences ici. Donc là, c'est aussi pour montrer que, je rebondis un peu sur ce que disait Thomas tout à l'heure, il montrait comment des représentations contemporaines peuvent être inspirées par le sublime, par le 19e siècle. Moi, je vous donnerai aussi quelques exemples tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres réceptions plus contemporaines, et importantes là pour l'histoire de l'art, puisqu'on est dans un festival d'histoire de l'art, c'est les comics, par exemple. Et voilà. Encore, là, c'est une représentation que vous avez peut-être déjà vue avant, la pierre d'Altuna, qu'on date à peu près de 1050, qui se trouve en Suède. Donc là, c'est une représentation médiévale de Thor. Donc on le reconnaît, bien entendu, à son regard, à son marteau, évidemment, et à cette scène de la pêche du serpent de Midgard, donc quand il part sur un bateau avec un géant pour aller pêcher Jormungandr, donc le serpent qui entoure le monde, parce qu'il était un peu vexé de ne pas avoir réussi à le soulever quelques scènes auparavant. Si vous lisez l'Edda, ça s'enchaîne comme ça. Il y a un géant qui lui a joué un tour, enfin une petite illusion, et du coup, vexé, il va essayer de tuer le serpent de Midgard. Mais donc voilà, cette scène, et donc le petit pied qui dépasse du bateau, c'est parce qu'on nous raconte, donc on pense que c'est le même récit, qu'il a appuyé tellement fort sur le fond du bateau quand il a tiré pour relever le serpent de Midgard que ses pieds sont passés à travers la coque et qu'il a dû s'appuyer sur le fond de la mer pour réussir à le soulever. Donc voilà le pourquoi du pied. Et vous avez, alors c'est à peu près c'est la même scène, même si la pierre est abîmée à côté, et vous voyez normalement, peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien là, qu'il y a aussi le petit pied qui dépasse du bateau. Ouais, voilà. Donc toujours ce petit détail qui revient. Et donc ça, c'est la pierre de Hurdum au Danemark, qu'on estime, alors c'est entre le 8e et le 11e siècle, c'est assez large. Donc voilà comment on représentait Thor visuellement, avec les moyens qu'on avait, à la période médiévale. Et maintenant, moi je vous montre... Ah oui, mais non, voilà, vous l'aviez... Pardon. Voilà la deuxième, pardon. Parce que moi je l'avais en fait... Donc vous voyez là, donc c'est aussi, on a le bateau, et puis on a la ligne de pêche et le pied qui dépasse. Donc ça, c'est la pierre de Hurdum. Et donc, comme je disais, donc ça c'est Moyen-Âge. Et voilà maintenant comment on représente Thor aujourd'hui dans un jeu qui s'appelle Vikings Gone Wild, qui est en fait un jeu vidéo, un jeu mobile
de gestion de village viking. Et vous pouvez avoir à un moment l'aide de Thor. Donc, on reconnaît son marteau, toujours, et les éclairs autour, parce que c'est le dieu du tonnerre, et il a son petit casque avec des ailes. Et alors, là, vous avez reconnu l'influence. C'est Conan, bah oui. C'est Schwarzenegger. Hein, le torse nu, enfin c'est Schwarzenegger dans Conan. Torse nu, le pagne de fourrure, hein, cette ceinture de métal, la mâchoire carrée, les yeux, là aussi, hein, le regard un peu dur. Donc voilà, là aussi, enfin quand même pour vérifier, hein, voilà. Donc voilà, ce cher Arnold, jeune et beau. Donc avec son pagne de fourrure et puis la petite boucle de métal à l'avant, les poignées de force, et donc bah oui, bodybuildé, hein, comme Thor avant. Voilà, donc la représentation classique du barbare des années 80 aussi, et donc qui inspire des jeux aujourd'hui. Autre représentation de Thor, StarCraft 2. Donc oui, c'est un robot géant. Donc StarCraft, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Donc vous contrôlez une armée. C'est un jeu de science-fiction. Donc ça se passe dans l'espace. Hein. Vous pouvez jouer ou des humains ou des elfes de l'espace, on va dire, ou des zergs, donc des créatures, des extraterrestres un peu... Enfin, des bêtes, des insectes, je ne sais pas trop comment le décrire là. Mais en tout cas, donc, un jeu de science-fiction. Et chez les humains, vous allez trouver énormément de références au mythe nordique. Vous avez des vaisseaux qui s'appellent les Vikings. Vous avez, donc là, c'est dans la mission, j'ai plus le nom de la mission, mais c'est sur la planète qui s'appelle Valhalla. Dans la partie solo, vous devez récupérer un énorme robot quasiment indestructible qui s'appelle Odin. Donc là, vous devez l'utiliser pour traverser la carte. Et ensuite, votre mécanicien va vous faire une version miniature, parce qu'il ne peut pas dupliquer Odin, mais il va faire plein de versions miniatures de Odin, qui sont des robots géants. Ils ne sont pas si miniatures que ça. Et donc c'est la filiation entre le robot géant Odin et les petits robots Thor que vous avez. Du coup, c'est l'explication pour laquelle vous avez ces robots-là à votre disposition. Donc voilà une autre manière de représenter les dieux nordiques aujourd'hui dans les jeux. J'en entends qui rigolent. Ça, c'est américain. C'est Blizzard. Howard. Ah, c'est une bonne question. Vikings Gone Wild, je ne sais plus, je regarderai. On pourra regarder tout à l'heure. Donc, oui, donc là vous avez un truc. Alors, autre exemple maintenant, si on passe du côté des Vikings aussi, donc tant qu'on parle d'esthétique de personnages, c'est le fameux casque à cornes. Hein, donc là, vous avez, ça c'est une image du jeu de plateau qui est adapté à partir du jeu vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, Vikings Gone Wild. Donc voilà sur la couverture, hein, le Viking avec sa chope à la main et puis il étrangle un poulet dans l'autre. Je ne me demandez pas pourquoi. Et en tout cas, il a l'air de bien s'amuser. Et donc important effectivement, hein, ce casque à cornes qu'on va retrouver sur tout un tas de Vikings et de barbares, qui en fait, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais puis, comme j'aime bien Schwarzenegger, il lui avait aussi collé un casque à cornes avec un peu de fourrure. Mais voilà, donc les barbares y ont droit aussi. Donc voilà, tout ça, ça participe des stéréotypes contemporains de la figure du barbare, des figures de vikings qu'on peut trouver un peu partout, mais il n'y avait pas, enfin historiquement, les casques à cornes, c'était pas... ça n'existe pas, d'ailleurs, c'est très gênant en combat. Mais en fait, d'où ça vient? Ça vient, et ça je vais vous le dire, des costumes de l'opéra de Wagner. Et ça permet aussi de faire le lien avec une autre présentation. Donc voilà, là vous avez une illustration d'un manuel, toujours pour Donjons et Dragons. Alors là, c'est un cadre de campagne qui s'appelle Planescape,
qui est en fait ça permet aux joueurs de visiter le multivers, donc un ensemble d'univers, de paradis et d'enfer, hein, de mondes parallèles, là où se trouvent les dieux et les démons. Et vous avez un endroit, un lieu, enfin un de ces mondes qui est spécifiquement dédié aux dieux nordiques, même si après il y a des liens, mais il y en a un qui est spécifiquement dédié à ça, c'est Isgard, même s'il a changé de nom entre-temps. Mais en tout cas, vous avez cette belle illustration de Valkyrie sur son cheval ailé, qui porte un casque à cornes, armé d'une lance dans sa main, donc dans le manuel. Donc là, c'est un bel exemple. Et à côté, je vous ai mis, donc à droite, Amalie Materna, qui est la première Brunhilde, donc première personne à jouer Brunhilde dans l'opéra de Wagner. Donc vous l'avez avec Cocotte, c'est le cheval qui a été offert par Louis II de Bavière. Donc elle est aussi armée d'une lance, elle porte un casque, hein, donc on voit qu'il est pointu, alors ça peut être des ailes, des cornes, elle a une cape sur le dos, hein, que vous retrouvez aussi. Et donc, c'est ces costumes qui ont énormément inspiré jusqu'à aujourd'hui, hein, toutes ces idées de casque à cornes, de casque ailé qu'on va aussi retrouver chez Thor, et voilà, tout un tas de représentations. Donc ça, c'est pour montrer aussi l'inspiration visuelle du 19e siècle, qui est encore présente aujourd'hui, hein, et donc que la réception, en fait, c'est ça qui est important, mais c'est de penser que la réception des mythes nordiques entre le Moyen-Âge et aujourd'hui s'est fait de plein d'étapes qui influencent à chaque fois et dont on a encore des idées aujourd'hui. Puis des fois, il y a des retours en arrière, donc on revient à des choses un peu plus, plus vraies par rapport aux sources, et c'est une histoire de va-et-vient, mais les cas sont variés. Et donc sur les casques à cornes, s'il y en a que ça intéresse, vous avez un très bon article en français de Johnny Langer sur le sujet, et plus récemment de Pierre Brichtal dans l'ouvrage qui est paru sur Camelot aux éditions Vendémiaire. Il y a un petit chapitre qui est dédié aux Vikings et qui parle justement des casques à cornes. Je dis parce que je sais pas, il y a peut-être des étudiants qui font de la recherche là-dessus dans la salle, donc si ça vous intéresse, voilà des références. Et je voulais vous montrer, donc regardez bien cette Valkyrie dans Donjons et Dragons, parce qu'on retrouve aussi, ça c'est une illustration justement d'un carnet, c'est une illustration du début du XXe siècle, 1910, faite par Arthur Rackham, qui représente Brunhilde. Donc on retrouve la lance, le casque ailé, la cape, et c'est dans un livre qui s'appelle The Rheingold and the Valkyrie, donc qui parle de Wagner, enfin de l'opéra de Wagner. Donc on est très proche, hein, du style, même là c'est ça que je trouve intéressant, du style de Planescape. Donc là, ça c'est du travail pour moi à l'avenir de voir quel lien il y a exactement. Et là, alors on l'a déjà vu aussi tout à l'heure chez Thomas, vous reconnaissez Thor, hein, cette fois sous les traits de Chris Hemsworth. Hein, mais donc ça c'est dans un jeu vidéo, mais qui est inspiré des films de la franchise Marvel. Donc c'est le costume du film, le marteau, etc. Mais là aussi, le casque ailé, la cape rouge, etc. Mais sous les traits de l'acteur, hein, plus que en lien direct avec le comics. Donc là aussi, encore une fois, hein, des réceptions comme ça intermédiaires, on peut en avoir plein. Et donc le jeu peut aussi être influencé là comme ça par le cinéma. Et puis bon, là c'est parce que c'est un produit dérivé, donc on est dans des logiques commerciales aussi d'une entreprise, qui fait qu'on s'appuie sur le succès d'un produit pour en vendre d'autres, hein, vendre des jouets, vendre des jeux vidéo, etc. Donc on donne les traits des personnages, enfin on donne les traits des acteurs aux personnages. Vous pouvez aussi acheter des Mjolnir en mousse, si vous voulez. C'est les mêmes que ceux du film. Mais voilà, comme ça vous pouvez vous taper dessus sans vous faire trop mal. Moi j'hésitais à en prendre pour mes cours quand les étudiants étaient pas sages. Je vais y penser pour la rentrée. Alors, voilà, on a un petit peu fait le tour là de quelques personnages. Maintenant, si on regarde un peu plus rapidement du côté des paysages, voici une image de promotion pour le jeu vidéo Skyrim,
plus précisément donc l'édition spéciale appelée Legendary Edition. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont est présentée l'image, un personnage qui est sur un promontoire rocheux, et devant lui, un paysage gigantesque. Des montagnes à perte de vue qui sont prises dans les nuages, le tout avec quelques forêts, et puis le tout dans des tons blancs et bleus. Donc regardez bien cette image, et on va la comparer un peu avec ce tableau de Caspar David Friedrich, appelé « Le voyageur contemplant une mer de nuages », qui a été peint en 1817. Donc c'est un tableau qui est souvent utilisé quand il s'agit d'évoquer l'esthétique du sublime, dont Thomas parlait tout à l'heure, il avait donné une définition. Donc il y a cours surtout pendant la période romantique, donc c'est ce mélange de fascination et d'horreur, de gigantisme de la nature, qui justement qui nous prend. Et là, cette personne qui observe ces territoires gigantesques, et nous, comme on est placé juste derrière lui, on voit la même chose que lui. Donc c'est ça qui en même temps qui fascine et qui fait peur. Donc voilà, comme tout à l'heure, un homme de dos sur un promontoire rocheux, un territoire qui s'étend, des nuages, des montagnes, etc. Les tons aussi bleu et blanc. Donc si on revient là sur l'image de tout à l'heure, Skyrim reprend directement les codes esthétiques du sublime pour montrer l'immensité de la nature et sa force aussi. On voit que les montagnes, c'est des pics qui sont très élevés et très pointus, très agressifs, pour marquer justement le danger de ces territoires. Donc tous les dangers qui vont attendre le personnage joueur que vous incarnez, qui est le héros là, de l'aventure. Mais à la différence, avec le contemplateur de Caspar David Friedrich, c'est que le guerrier, là, qui est le héros du jeu, il n'est pas là pour contempler le paysage. Si vous regardez, il a son arme à la main, et ça les joueurs le savent, c'est lui, il est là pour conquérir ces territoires. Il va au moins les affronter. Donc lui, ça veut dire que lui, il n'est pas loin d'aller plonger pour aller friter tout ce qu'il y a dedans. Et pour ceux qui savent et qui jouent un peu aux jeux vidéo, vous savez que vous n'allez pas passer 4 heures juste à regarder. Enfin, vous pouvez regarder, mais qu'à un moment, il va falloir y aller. Voilà. Donc ça, le danger, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, comme je disais, ça c'est une différence. Oui. Oui. Dans le tableau de Friedrich, il y a quand même la quête d'une identité personnelle et une mélancolie, une réflexion introspective sur le personnage et par procuration, le spectateur. Est-ce que dans le jeu vidéo, il y a ça? Moi, je connais pas du tout. Alors, et aussi ça au travers de ce que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire il va casser tout, il va se battre. Est-ce qu'il y a une recherche d'une identité Ça va être intéressant. ouais, alors, comment je vais dire ça? Là, dans le sublime, ça va être la recherche d'identité. Elle va surtout être, c'est le positionnement de l'homme par rapport à la nature et par rapport à l'immensité. Donc, c'est aussi reconnaître sa place. Il y a une sorte d'humilité. Dans les jeux, Skyrim, dans les jeux, même j'allais dire vidéo en général, il y a une question de développement, de croissance, de conquête. Il y a plein de quêtes qu'on peut faire pour aussi évoluer. Déjà, il y a une quête finale, peut-être quelqu'un à battre, mais aussi des manières de monter dans la hiérarchie et de progression. Et c'est la base du jeu de rôle. C'est la question de monter de niveau, de devenir de plus en plus fort, etc. Donc il y a une forme de construction identitaire, mais ce n'est pas du tout la même que celle qu'on va retrouver dans le tableau ou dans l'esthétique du film, qui est plus pas un truc pas une position de soumission non plus, mais disons une réflexion voilà, par rapport à soi-même, mais qui est d'humilité, qui est moins présente dans les jeux, où au contraire le but c'est quand même de devenir fort et de conquérir, même si après ça peut être de faire le bien mais cette idée de devenir fort. Ouais. Bah, c'est juste en parlant de quête, oui, on peut rapprocher, mais à mon avis, elle n'a pas le même sens, la quête. Ouais. C'est presque un développement opposé, puisque dans le romantisme, en se confrontant à la nature, il prend conscience de sa place minuscule dans le monde, alors que là, en se confrontant au monde, il va devenir le plus fort. une place de plus en plus importante. Ouais, c'est ça, jusqu'à tuer les créatures les plus fortes qui existent dans ce monde-là, notamment des dragons, notamment voilà. Donc c'est ce développement-là plutôt. Et petite comparaison encore, mais rapide. Là aussi, le dernier opus de God of War
qui se passe dans les pays du Nord. On a la même scénographie, hein, mais là, bon, il y a 2 personnages, mais c'est pareil, ils sont de dos sur un promontoire rocheux, devant eux, il y a une nature immense, des montagnes à l'horizon, etc., etc., etc. Hein, donc ça revient régulièrement. Maintenant, je vous parlais de structuration de l'espace. Donc le Nord et ce que moi j'avais appelé dans ma thèse les géographies imaginées eurocentrées, donc replacer le Nord par rapport aux autres aires géographiques et culturelles. Donc ça, rapidement, hein, c'est un... Peut-être un truc en trop après. Ça, c'est la carte. Alors, vous avez en pointillé la carte de l'univers de Conan, hein, dont je parlais tout à l'heure, mais là, c'est une carte qui a été faite par l'auteur, Robert Irvin Howard, donc il y a un auteur texan du début du XXe siècle. Et il l'a superposée à l'Europe. Donc, vous avez en pointillé l'âge iborien. Donc, je vous disais, c'est ce monde avant qu'un grand cataclysme n'en change totalement la face et le transforme. Donc vous voyez qu'il réutilise dans le nord les noms de Vanaheim et Asgard, qui sont des noms mythologiques des lieux où habitent les familles de dieux. Et dans l'univers de Howard, les 2 peuples, les Vanir et les Aesir, se font la guerre là-haut dans le nord. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il l'a bien positionné au niveau de la Scandinavie, hein, la Cimmérie qui est juste en dessous et à cheval entre la Scandinavie et la Grande-Bretagne. Vous avez l'Aquilonie qui est positionnée sur la France. Alors vous ne voyez pas, mais il y a aussi la Stygie qui est en fait positionnée sur l'Égypte. Mais donc ça permet de comprendre un peu comment il construit son monde, hein, par rapport à l'Europe telle qu'on la connaît. Et comme je disais tout à l'heure, hein, les histoires qui se passent durant ce temps-là, bah, ça va être les mythes et légendes de différentes époques. Et comment c'est retranscrit dans le jeu, c'est assez clair. Donc là, vous avez une carte de l'âge iborien. Donc c'est la même chose, vous avez juste un peu plus de territoire là au sud, et comme je vous disais, la Stygie, donc ça se positionne à peu près au niveau de l'Égypte, mais vous retrouvez la Cimmérie en haut, et juste au-dessus, il y a Asgard et Vanaheim, et l'Aquilonie qui était à peu près positionnée au niveau de la France. Et voici un exemple de paysage qu'on va retrouver dans le jeu. Donc là, vous avez des collines, un peu de verdure, le soleil plutôt brille. Là, vous avez des territoires enneigés, une forteresse, hein, perdue au milieu des montagnes, et donc un temps, un froid quasi permanent, et un désert aussi rocheux avec des bâtiments faits de pierres rouges ou oranges. Hein, donc là, si je vous demandais de les placer, je pense que vous y arriveriez facilement. Hein. Donc le désert va être plutôt au sud, les territoires enneigés au nord, et l'Aquilonie, donc les plaines ou les collines pleines de verdure au centre. Donc ça, et là, c'est les principaux territoires qu'il y a dans le jeu à sa sortie. Hein. C'est pour ça qu'il y a ces 3 exemples-là. Donc encore une fois, c'est très stéréotypé. Et Lorenzo Di Tommaso, qui est un professeur américain, s'est intéressé justement à ces stéréotypes qu'on peut trouver dans plusieurs œuvres de fantasy. Il observe que la structure du monde, elle est souvent similaire. Donc le nord froid, peuplé de barbares. Alors il a fait 2 tableaux, un avec les peuples, un avec les territoires. Donc là, je vous donne tout. Donc un nord froid, peuplé de barbares, un sud chaud, souvent avec des tyrans, des steppes à l'est, un océan à l'ouest. Et ça, on va le retrouver dans plein d'œuvres, notamment chez Howard. Donc il se développe dans ces récits une vision européano-centrée, selon un processus donc, de stéréotypification qu'il appelle, lui, la persistance du familier. Oui. Que ce soit chez Howard ou chez Tolkien, c'est censé être ce qui a donné votre... Oui. Oui. Donc Ouais, mais ils construisent quand même leur monde fictionnel, du coup, par rapport à notre monde et par rapport à l'Europe. Oui, après, ils auraient pu ou le placer ailleurs, ou choisir de construire un autre monde, mais le fait qu'ils s'appuient sur cette géographie-là, quand même, en termes de stéréotypes, ça veut dire quelque chose. C'est ça en fait, qui est aussi intéressant. Et donc, souvent aussi, ces auteurs, et puis donc là, Di Tommaso le rappelle, font le lien entre l'espace, les représentations et l'ethnicité. Hein, autrement dit, des formes de stéréotypage qui lient la géographie, le climat et les individus, et qu'on va retrouver jusque dans les adaptations ludiques, comme celles que j'ai pu étudier. Donc cette vision européano-centrée, elle n'est pas nouvelle. Hein. On trouve déjà des réflexions sur le climat chez Hippocrate ou chez Aristote. Et pour ce dernier, les Grecs étaient au centre du monde et réunissent les qualités de tous ceux qui les entourent, qui sont marqués par des caractéristiques bien particulières.
Et ce qui est intéressant, alors là c'est chez Tacite, parce qu'il a une belle citation, on voit l'opposition entre le chaud du sud et le froid du nord. Et quand il parle des barbares, il dit « Ils ont les yeux bleus, pleins d'agressivité, des cheveux roux, des corps de haute stature, vigoureux, mais pour un premier effort seulement, car ils n'ont pas la même endurance pour les travaux pénibles, et si leur climat ou leur sol les ont habitués à endurer le froid et la faim, ce n'est pas du tout le cas de la soif et de la chaleur. » Donc là, c'est clair qu'on oppose les barbares, ils sont habitués au froid et pas à la chaleur du sud, donc c'est là où lui habite, donc en tout cas la chaleur de Rome. Donc ça, c'est déjà une construction d'une forme d'altérité et d'une opposition entre le nord et le sud. Et là, je vous ai mis encore un autre petit exemple qui va vous parler, parce que voilà, la saison 8 s'est terminée il y a quelques semaines, donc Westeros, qui est le monde de Song of Ice and Fire ou Game of Thrones, où on retrouve exactement les mêmes stéréotypes, un nord froid avec des barbares, et un sud chaud avec des déserts, etc., et puis un milieu plus tempéré. Et puis pareil, des steppes à l'est, etc. Donc ça, c'est encore une fois des stéréotypes qu'on va retrouver. Et maintenant, on a encore un peu de temps. Super, donc on va prendre. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez comme je disais, des questions. Mais maintenant, je peux vous donner quelques exemples. Alors là, c'est plus, il y en a des plus sérieux, il y en a des plus rigolos. D'exemples de références aux récits médiévaux scandinaves. Alors voilà un exemple géographique des toponymes. Donc ça, la carte que je vous ai mis là, c'est une partie de la Côte des Épées. Alors la Côte des Épées, c'est une partie du monde des royaumes oubliés. Donc les royaumes oubliés, c'est l'un des principaux univers pour Donjons et Dragons. En tout cas, c'est celui qui connaît le plus grand succès commercial et qui est encore beaucoup utilisé aujourd'hui. Donc dans ce monde de Donjons et Dragons, sur la Côte des Épées, vous avez une forêt qui s'appelle Trollbark Forest et des collines juste en dessous qui s'appellent les Troll Claws, donc les griffes des trolls. Donc il est dit que ce nom vient du fait qu'on trouve beaucoup de trolls dans ces régions. Voilà. Donc là, on a un exemple, c'est une créature du jeu, les trolls, qui sont inspirés par les récits médiévaux scandinaves à travers la littérature de fantasy. Alors là, c'est pas Tolkien, c'est Poul Anderson, un auteur américano-danois, et notamment un livre, enfin un roman qui s'appelle Three Hearts and Three Lions, donc 3 cœurs et 3 lions. Et c'est là-dedans que vous avez l'exemple des trolls qui a servi pour Donjons et Dragons. Donc si vous voyez des trolls qui régénèrent, parce que c'est souvent une caractéristique des trolls aujourd'hui, c'est parce que ça vient du roman de Poul Anderson. Les trolls qui régénèrent, c'est lui. Et donc, on les reprend. Enfin, les auteurs de Donjons et Dragons, ils s'appuient sur plein de livres de fantasy, dont Poul Anderson, et nous collent des trolls. Et ensuite, on a des forêts avec des trolls qu'on va retrouver sur la carte. Donc, vous voyez là comment la réception peut se faire. Si on va de manière un peu plus large, toujours dans Donjons et Dragons, et je vous parlais tout à l'heure de Isgard, ce fameux plan, donc un de ces paradis où on retrouve les dieux nordiques, donc dans le multivers, on a des références aux récits médiévaux scandinaves, et au début, je vous disais, Isgard ne s'appelait pas Isgard, mais il s'appelait Gladsheim. Donc là, vous avez, c'était dans un article de 1977, donc Donjons et Dragons, c'est publié pour la première fois en 1974, et là, en 1977, l'auteur principal, Gary Gygax, fait un petit article sur les différents paradis, les différents enfers. Donc vous voyez par exemple, je vous ai mis une petite flèche là qui pointe vers Gladsheim. Donc vous l'avez là, Gladsheim dans les mythes nordiques, c'est l'endroit où habite Odin, ou ça peut être sa halle, ou ça peut être son territoire, ça dépend des sources, ça varie. Et donc on voit que c'est ici l'endroit où l'habitat des dieux nordiques, et vous avez au-dessus en dessous l'Olympe, l'Élysée, les limbes, Pandémonium, ça c'est une invention un peu plus tardive, le Tartare, la Dès, la Gêne, etc. Donc c'est plein de références diverses, quand même beaucoup au mythe grec aussi. Et un peu plus tard, donc ce premier article de Gary Gygax sera intégré dans le Player's Handbook, dans le manuel des joueurs de AD&D en 1978, où pareil, pour les plans d'existence, on dira le plan de Gladsheim, et qui contient Asgard, Valhalla, Vanaheim, etc. Et donc, là, encore une fois, plein de petits termes qui renvoient au mythe nordique. Autre référence plus ponctuelle, dans la série de JRPG, de jeux de rôle
jeu vidéo de rôle japonais, Final Fantasy. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont joué. Dans Final Fantasy, on a des invocations. Donc vous pouvez, à un moment, c'est un peu plus puissant que des sortilèges, mais invoquer des êtres très puissants, dont des dieux. Et on peut invoquer Odin. Donc là, vous avez Odin sur Sleipnir, donc son cheval à 8 pattes, sauf qu'il n'est pas armé d'une lance, là il est armé d'une épée. Ça dépend c'est un peu hasardeux en fait la fois où on peut avoir avec la lance ou avec l'épée, il ne fait pas tout à fait la même chose. En tout cas, dans des jeux de rôle japonais, on retrouve un dieu nordique, mais il est aussi mis aux côtés d'autres invocations venant d'autres traditions. Alors vous allez retrouver Shiva, mais là qui est sous des traits féminins, dans la mythologie hindoue, Shiva c'est un homme. Ifrit, Bahamut, qui est un dragon, mais vous allez aussi retrouver une invocation qui est les chevaliers de la table ronde. C'est vraiment des formes de syncrétisme, ces jeux. Ça s'inspire de tout un tas de traditions que ça fout ensemble dans un joyeux bordel. Enfin non, d'ailleurs, c'est pas tellement un bordel, parce que en fait, c'est assez bien hiérarchisé, et on sait les invocations sont de plus en plus fortes. Les chevaliers de la table ronde, je crois que dans le 7, c'est la plus forte. Donc voilà, c'est quand même plus ou moins organisé, mais c'est pas rapport aux traditions elles-mêmes. Après, c'est eux qui font un classement. Mais en tout cas, on va retrouver comme ça plein d'influences. Ici, alors un plus petit exemple, dans un jeu mobile, Dragon Mania Legend, qui est en fait un jeu de collection de dragons. Donc ça, je vois des gens qui ont l'air, ça a l'air sympa. C'est un tout petit jeu mobile, c'est un peu inspiré de Pokémon et tous les jeux où on collectionne des monstres. Donc vous allez élever des dragons, ils ont des éléments qui leur sont associés, donc des dragons de feu, d'air, de terre, etc. Et vous allez devoir les croiser pour faire des dragons spéciaux. Et donc collectionner, comme ça multiplier votre collection de dragons. Et vous avez par exemple, alors ça se passe dans un univers de vikings, c'est aussi très inspiré par le film How to Train Your Dragon. Je crois que c'est juste dragon en français, c'est ça, mais comment élever ton dragon. Donc là aussi où justement les vikings élèvent leurs dragons un peu bizarres et ils les emmènent combattre. Donc ensuite vous pouvez vous monter de niveau, faire monter vos dragons de niveau, pour qu'ils soient de plus en plus forts et puis qu'ils suivent la quête principale, qui ne se finit pas évidemment, parce que c'est un jeu où les gens doivent payer pour avancer, donc il faut les faire durer le plus longtemps possible, et donc ils payent beaucoup. Mais alors, outre les vikings, vous avez un des dragons qui est le dragon Ragnarok, parmi ceux-ci, donc vous le voyez là avec des lames un peu partout, et ces petits éléments. Donc voilà un autre type de référence qu'on peut trouver. Dans un jeu, cette fois, où il n'y a pas de combat, vous avez Vikings au cœur du Maelstrom, qui est en fait un jeu de casse-tête, où vous devez déplacer des navires. Alors là, question stéréotype, on est servi aussi, vous avez des casques à cornes, et ils naviguent sur des dracars. Donc ça aussi, les dracars, c'est une invention du 19e siècle, le terme. Il y avait des bateaux chez les Scandinaves, mais ça ne s'appelait pas des dracars, ça pouvait être des longskips, ça pouvait être des knurrs, ça pouvait être plein de choses. Mais voilà, le but du jeu, là, c'est, si vous voyez un petit peu sur l'image, vous avez 4 bateaux et ils sont pris dans... Enfin, il y a plein de tourbillons. En fait, ils peuvent tourner que dans certains sens. En fait, ils peuvent tourner que dans certains sens. En fait, ils peuvent tourner que dans certains sens. En fait, ils peuvent tourner que dans certains sens. En fait, ils peuvent tourner que dans suivant comment ils sont orientés. Et le but, c'est de faire bouger les bateaux jusqu'à les ramener à bon port. C'est-à-dire, il y a des petites marques de couleur sur le côté. Puis vous avez plusieurs défis là, suivant où les bateaux commencent et où ils doivent arriver, c'est plus ou moins difficile. Voilà, le but étant de faire tourner les maelstroms ou les tourbillons dans le bon sens jusqu'à ce que chaque bateau arrive là où il doit arriver. Donc là, on est dans un tout autre type de jeu que du combat. Et ça, c'est plutôt donc, des jeux type jeux de société. Du côté des jeux de plateau, alors là il y en a plein, je vous ai juste pris une série qui est la série of the North Sea, donc de la mer du Nord. Donc vous avez les constructeurs de bateaux, shipwrights de la mer du Nord, les explorateurs de la mer du Nord et Raiders of the North Sea, maintenant j'ai oublié la traduction en français. Bref, c'est fait par un auteur qui s'appelle Shem Phillips, qui est néo-zélandais. Et là vous allez avoir, comme le nom l'indique, vous avez c'est des jeux de plateau. Donc plutôt de la stratégie, où il faudra soit construire des bateaux, soit explorer des territoires, soit faire des raids, faire de la conquête.
et piller. C'est pillard de la mer du Nord. Ça y est, ça m'est revenu. Pillard de la mer du Nord, donc aller piller des richesses, et vous êtes comme ça opposé à d'autres vikings. Donc c'est différentes mécaniques de jeu sur un thème commun, et c'est une série comme ça de jeux. Donc voilà un autre exemple encore de référence. Puis là, vous en avez plein, hein, parce que donc je vous citais alors Vikings Gone Wild, qui est plutôt un jeu de cartes, c'est du deck build, ce qu'on appelle du deck building. Donc ça va se jouer essentiellement avec des cartes et on va composer la main la plus puissante pour attaquer les autres. Vous avez Champions of Midgard, où vous combattez des créatures monstrueuses avant le Ragnarok. Vous avez Blood Rage, qui, comme son nom l'indique, un jeu très sympathique, où on va combattre encore une fois. Voilà, donc, et vous en avez un tas. En tout cas, le thème de la conquête viking revient régulièrement. Hein, il y a eu un petit jeu qui s'appelle Lindisfarne aussi sur ce thème qui est très très bien, si vous voulez vous essayer au genre. Et je vous disais, donc là je vous parlais tout à l'heure, je vous remontre juste les couvertures, donc Myth et Légende qui est en fait une édition un peu plus récente du supplément pour Donjons et Dragons sur les dieux. Je vous disais là tout un tas de panthéons divers et variés réunis pour Donjons et Dragons, et le supplément qui permet de jouer à l'époque viking, donc le Vikings, j'ai même fait une faute de frappe, Campaign Source Book, donc, qui vous permet de jouer dans l'ère culturelle médiévale scandinave. Voilà, donc pour conclure, si vous avez voilà, des petites choses à retenir, donc si on vous demande ce que vous avez appris à la conférence de Laurent, vous pourrez dire donc, que les références dans les récits médiévaux scandinaves, dans les jeux contemporains, déjà il y en a tout un tas, donc elles sont très diverses et variées. Hein, vous pourrez citer l'exemple des jeux casse-tête. Vous pourrez dire qu'il y a aussi bien des dieux que des vikings, que des monstres, des trolls, que des paysages, tout ça. Donc pensez bien à cette diversité. Il n'y a pas forcément tout. Hein, ça peut être que des petits morceaux. Donc, ce qui est intéressant aussi quand on va étudier ces éléments-là, c'est de pouvoir resituer la manière dont ils sont empruntés, la manière dont ils sont réutilisés, quelle partie on garde, quelle partie on ne garde pas, comment on les transforme aussi, hein, comment c'est remis au goût du jour. Et aussi la non-linéarité, comme je vous disais, hein, étudier les sources médiévales, les références aux sources médiévales scandinaves aujourd'hui, c'est pas juste prendre les sources médiévales et les comparer avec le média contemporain, c'est aussi comprendre toute l'évolution, 1000 ans quasiment, 800 ans, on va dire, d'évolution entre les sources et aujourd'hui, et ça aussi qui contribue à la manière dont on les utilise dans les jeux, mais sur d'autres supports médiatiques aussi. Et ce qui est important maintenant, si on élargit un petit peu la question à la notion de culture, parce que ça c'est mon travail en tant que chercheur, parce que moi j'ai une approche, on va dire plutôt autour de questions anthropologiques, et la question de culture, là, elle est centrale. Donc, étudier la culture et les phénomènes culturels, c'est surtout dépasser l'idée qu'il s'agirait de survivance. Ce n'est pas simplement des choses qui nous restent d'une époque dépassée. Donc le but, en étudiant ces éléments, c'est pas d'aller retrouver leurs origines. Hein, ça, il y a plein de chercheurs qui ont fait ça. Aujourd'hui, c'est moins à la mode, mais vous avez quand même tout un courant, avec encore quelques résidus aujourd'hui, qui va, quand on parle de Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, Gilbert Durand, Michel Maffezoli, puis tous les épigones aujourd'hui de ces gens-là qui sont en fait dans une étude, dans une recherche du sacré, où la seule explication qu'ils ont sur le fait qu'on utilise des éléments fabuleux, c'est que ça recrée, ou ça permet un retour au sacré originel afin de recréer du lien social dans notre société techniciste qui nous individualise. Ça, c'est l'explication à tout, chez eux. Ils expliquent tout comme ça. Dès qu'il y a un truc fantastique, c'est un retour aux origines, c'est le retour du sacré, c'est le retour... Oui, mais en fait, non. Comme je vous ai montré, en fait, ça se transforme sans arrêt, c'est sans arrêt mis au goût du jour, c'est sans arrêt mis au service de nouvelles questions, c'est utilisé différemment. C'est notre société, est-ce qu'on peut dire qu'elle est individualiste quand justement les jeux en ligne permettent de jouer avec des guildes, avec d'autres gens, que le jeu de société reprend une place importante et donc permet d'avoir du contact avec les gens. Donc tout ça, c'est des choses... Il faut avoir un regard critique sur les discours que tiennent ces gens-là. Pourquoi il est dangereux ? Parce que c'est aussi, pour certains idéologues,
hein, une manière de dire que bah ouais, utiliser des références au mythe nordique, c'est une retour à nos origines, ou aux origines qu'on voudrait bien avoir. Donc toujours se méfier aussi de ce type de théorie, hein. Quand on vous parle de retour aux origines, dites-vous toujours que derrière, il y a quand même quelque chose qui pue, hein, je vais le dire poliment. Et c'est aussi pour ça que je vous disais, faites attention quand vous avez en main la traduction de Leda, où on a essayé d'enlever tout ce qui nous expliquait ce à quoi elle pouvait bien servir, et en essayant d'en donner la version la plus pure possible, sans donner la clé de lecture aux gens qui vont la lire, hein. Donc ça aussi, soyez méfiants. Faites attention à garder là, un regard critique. Voilà. Donc, au contraire, essayez de penser donc les appropriations, les enjeux contemporains, pourquoi c'est utilisé comme ça aujourd'hui, comment ça s'est transformé au cours du temps, et à quoi ça peut servir. Hein, et penser que bah, la culture, déjà une culture originelle, ça n'existe pas, la culture elle se transforme sans arrêt, elle est toujours aussi en train de se faire, sans arrêt en train de s'hybrider, en train de se mélanger avec d'autres, hein. Voilà, donc on est sans arrêt le produit de métissage et de mélange, et d'ailleurs le fait que bah, on parle de mythe ou de peuple nordique à Fontainebleau, voilà, c'est une manière comme une autre de faire que ce brassage continue. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et on a encore, bah non, on a pu, mais c'est pas grave, on peut discuter comme si vous voulez. Merci beaucoup. Très tôt. Très tôt, parce que dès les jeux d'aventure des années fin 70, début 80, on avait des références, et un jeu qui s'appelait Vikings qui commence. Donc en fait, ça commence très tôt avec les jeux, mais attention, aux côtés d'autres références, pas tout seul. Voilà. Donc il y en a. Ça arrive assez tôt. Et puis bon, il faut dire que les jeux d'aventure sont très influencés par les jeux de rôle. Jeux de rôle, Donjons et Dragons, comme je disais, ça emprunte à plein d'éléments de fantasy, notamment à Tolkien, mais aussi à Poul Anderson. Et d'autres auteurs, Robert Irvin Howard, dont je parlais, donc l'auteur de Conan, etc., qui eux-mêmes empruntaient au mythe nordique. Donc ça passe par tout ça. On en a dans les comics aussi, et tout ça, ça se retrouve ensuite dans les jeux. Quand ça devient commercial, ouais, les jeux vidéo, c'est cette période-là, c'est fin 70. Avant c'est plus confus. Ça fait, on date les débuts du jeu vidéo aux fin des années 50, début des années 60, mais c'est dans des universités qui ont des supercalculateurs, et puis il y a 2-3 gars qui se disent si je faisais un simulateur de bombe nucléaire ou d'astéroïdes ou je sais pas quoi, et voilà, ils sont pas tout pleins à jouer à ça, c'est ceux qui sont dans les universités qui ont accès essentiellement, et puis ensuite ça va se développer, donc ça devient commercial dans les années 70. Et c'est à peu près à la même période que les premiers jeux de rôle commencent à être publiés, même si alors ça s'inspire aussi beaucoup des jeux de stratégie, donc des wargames, qui eux sont plus anciens, qui étaient quand même très historiques pour les wargames. Mais voilà, il y a quand même une histoire à tout ça. Et concernant les enjeux contemporains, vous avez des références de philosophes, d'auteurs Ouais. qui ont réfléchi à cette question, que vous avez pensé en cette question, justement? Alors, pas directement sur les mythes nordiques, mais sur les mythes en général. Si vous lisez l'allemand, il y a une traduction en anglais. C'est pas traduit pour l'instant en français, à mon grand désespoir, mais je fais une explication dans ma thèse. Alors, je pourrais vous dire, lisez Di Filippo 2016, du mythe au jeu. Sinon, Hans Blumenberg, qui est, son livre en allemand, c'est Arbeit am Mythos, et en anglais, c'est Work on Myth. Et lui, justement, il prend cette perspective de comprendre la réception et de toujours resituer les mythes dans leur cadre. Alors, il a travaillé sur les mythes grecs essentiellement, mais la théorie est valable quand même. Et lui, il a un positionnement épistémologique qui est à l'opposé de celui d'Héliade.
Hein, Eliade, c'est vraiment le retour la recherche du sacré, le retour aux origines, et Blumenberg est vraiment fondamentalement opposé. Il s'oppose aussi à d'autres gens de son époque. Ça a été bien expliqué par quelques philosophes français qui expliquent la pensée de Blumenberg. Alors vous avez Denis Trierweiler et Jean-Claude Monod, M-O-N-O-D. Donc ça, si vous voulez, avant de lire Blumenberg, vous pouvez regarder chez ces deux auteurs-là qui expliquent. Et puis après, ça vous donnera des pistes. Et puis après, en anthropologie, si ça je vais le dire quand même parce que c'est important, c'est mes auteurs principaux. C'est chez... faut regarder du côté de l'anthropologie culturelle américaine, notamment de Franz Boas, d'Edouard Sapir, et plus récemment chez quelques anthropologues comme Alban Bensa et Jean-Louis Siran. Voilà. Enfin, c'est que des gens qui, justement, eux, sont dans la compréhension de comment le mythe évolue. Je vous en prie. D'autres gens qui veulent une biblio? Une question, mais est-ce que le livre de Zach Campbell, Le mythe du héros, a bien popularisé aussi tout ce qui est culture du Nord? Je sais qu'il a... Alors, du Nord... Le cinéma hollywoodien, et du coup, c'est aussi le premier goût du jour, Conan, le grand public. Ouais. Du Nord, je sais pas, toi Thomas, Campbell pour le Nord, c'est pas tellement ça en fait, c'est plus une idée générale, mais là on est dans les mêmes théories aussi que Jung, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'archétype général du héros qui suit sa quête, qui suit son machin, c'est plutôt ça qu'il a popularisé, Campbell. Et puis qu'après justement, comme c'est il universalise, et enfin, les gens qui le suivent vont penser que c'est des choses qui vont s'appliquer partout, dont au Nord. Mais c'est surtout ça l'idée. C'est que c'est le même, oui, c'est le même archétype ou c'est le même schéma derrière. D'autres questions? Je ne sais pas. Non. Bon, ben merci beaucoup. Voilà, merci pour votre attention.